RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, le général Marchand, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Bonjour mon général. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous arrivez au terme de votre affectation en Nouvelle-Calédonie puisque vous quitterez le territoire, je crois, à la fin du mois, c'est bien ça ? Oui, c'est ce qui est prévu. Voilà, après être arrivé en août 2017. Alors on va revenir évidemment sur vos 2 années passées en Nouvelle-Calédonie, mais avant cela, un mot sur l'actualité. Dimanche et le 14 juillet, à cette occasion-là, les militaires vont défiler avenue Foch, comme ils le font chaque année. On est toujours surpris par cette proximité qu'il y a avec la population calédonienne. C'est quelque chose qui vous touche, vous aussi ? Bien sûr, ça nous touche. Et c'est vrai que j'ai été un peu surpris l'année dernière, lors de mon premier 14 juillet, de constater cet engouement des Nouméens et des Calédoniens en général autour de cet événement. C'est vrai qu'on connaît bien le 14 juillet parisien, qui est le grand événement, mais dans les petites villes de province, il n'y a pas forcément de grands événements qui sont organisés, alors qu'ici, à Nouméa, il y a vraiment un effort important. Cette année, on essaiera d'innover avec un défilé aérien, qui a déjà eu lieu, mais c'est le retour. Ce qui est, voilà, c'est une petite nouveauté qu'on remet en place dans le dispositif, si la météo est bonne. Et voilà. Et de toute façon, il y aura à peu près le même volume de force à pied ou en véhicule que l'année dernière. Et cet engouement, ça motive d'une certaine façon les militaires pour le défilé ? Bien sûr, les militaires ont toujours besoin de trouver auprès de la population, de la nation, une reconnaissance. Ils en sont l'émanation, ils sont là pour les protéger, et donc ils ont besoin de ce retour permanent vers leur source. Vous avez donc passé 2 ans en Nouvelle-Calédonie. C'est un commandement interarmes, comme dans tous les Outre-mer. Est-ce que ça a une saveur particulière d'être comme ça à la tête des différentes armes ? Alors, c'est un commandement interarmé. Interarmé, oui. Interarmé. Et effectivement, c'est la particularité de ces commandements outre-mer, que ce soit d'ailleurs dans des pays étrangers avec qui on a des accords de défense, ou alors dans les territoires ou départements d'outre-mer. Effectivement, ça donne au général commandant supérieur une dimension ou un commandement qui est plus large ou qui est plus important que d'autres qu'on pourra avoir. Cette capacité à pouvoir fédérer autour d'une même unité des éléments de la marine, des éléments de l'armée de l'air, des éléments de l'armée de terre, des éléments de tous les services interarmés. Ça donne une petite armée en miniature qui est capable d'intervenir dans sa zone de responsabilité, qui, je rappelle, ici, dans le Pacifique Sud-Ouest, est très grande, puisque on couvre une zone qui va de la Papouasie jusqu'au Samoa. Donc, on a bien besoin de ces forces pour pouvoir être présent et influent. Alors, justement, on est sur une île dans le Pacifique. Est-ce que ça veut dire que la marine a une place particulière en Nouvelle-Calédonie ? Bien sûr, le Pacifique, c'est d'abord un océan, et donc nous avons de grands intérêts liés à notre présence, à la présence de nos zones économiques exclusives. Donc, les bâtiments de la marine sont prévus pour ça, sont conçus pour ça. Vous en avez 4 ici, 4 à Tahiti, et c'est ces bateaux-là qui font au quotidien la surveillance, la protection de nos intérêts en mer. Voilà. Mais comme vous le savez, les populations vivent sur la terre. Et donc, une fois qu'on a une capacité de comprendre ce qui se passe sur l'eau, il faut aussi savoir comprendre ce qui se passe sur la Terre et être capable d'intervenir sur la Terre. Alors évoquons, puisqu'on est dans cette grande zone pacifique, évoquons la place de la Calédonie et de la France. On sait que aujourd'hui cette partie du monde est un enjeu important. L'armée, il y a une place particulière à tenir au niveau stratégique et géostratégique. J'en suis persuadé, et c'est le message que je fais remonter vers les états-majors. Le dernier événement en date qu'il faut noter, c'est l'intervention assez remarquée de notre ministre des Armées à Singapour, au début du mois de juin, dans lequel elle a relayé un petit peu les propos du président de la République l'année dernière, qui était venu, vous vous souvenez, ici à Nouméa, pour ouvrir en fait un sujet qui s'appelait l'axe Indo-Pacifique. Et cette année, c'est donc au niveau du ministère des Armées que Madame Parly a commencé à définir les grandes lignes de ce que serait en fait cet axe Indo-Pacifique et la façon dont les armées vont devoir y prendre place. Ça nécessite aussi de la coopération régionale. Il y a eu des appels du pied un peu des Australiens, notamment, qui disent qu'il faut que la France prenne toute sa place dans le Pacifique. Ça oblige aussi à travailler avec les armées environnantes. Vous avez comme moi noté il y a quelques semaines la présence d'un sous-marin australien dans la baie de Nouméa. C'est pas un hasard. C'est un signe extrêmement fort et tangible de ce rapprochement stratégique qui s'effectue entre la France et l'Australie. Alors bien sûr, il y a des gros contrats sous-marins qui sont en arrière-plan, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et je dois avouer, moi, qu'au cours de mes 2 années de commandement, j'ai pu mesurer en fait la densification des échanges
avec les militaires australiens à tous les niveaux, que ce soit à Canberra, que ce soit avec les états-majors de Brisbane, qui sont plus proches de nous et qui sont eux aussi en responsabilité de la coordination de l'action régionale. Voilà. Donc vraiment, depuis 2 ans, on peut être certain que la France et l'Australie travaillent de plus en plus en partenariat pour assurer la sécurité de la région. Et est-ce que ce partenariat, alors qui est assez prégnant aujourd'hui avec les Australiens, pourrait s'étendre à d'autres pays de la zone ? Alors, quand je parle de l'Australie, c'est que je vous parle du partenaire principal. Mais évidemment, dans le même temps, les Américains également, qui étaient assez concentrés sur le Pacifique Nord depuis très longtemps, commencent à regarder plus dans le détail le Pacifique Sud. Ils observent effectivement que la pression de plus en plus marquée de l'hégémonie chinoise devient pour eux peut-être pas un danger, mais au moins un souci. Et donc ils ont une volonté d'investissement beaucoup plus fort. Et les Néo-Zélandais également, qui sont nos partenaires, qui sont nos partenaires locaux. Donc vous voyez, il y a un ensemble de pays qui se voient à différents niveaux politiques, militaires, opérationnels, pour tenter de coordonner leurs actions et de faire en sorte de pouvoir assurer la sécurité de la zone. Alors, on a évoqué la présence de ce sous-marin australien il y a quelques jours dans la rade de Nouméa. Il y aura des troupes australiennes qui vont défiler au 14 juillet. Voilà, c'est aussi le signe de ce rapprochement et de ce partenariat. Bien sûr. C'était déjà le cas l'année dernière, vous vous souvenez, il y avait déjà des Australiens qui étaient venus défiler. Nous, on fait des efforts également pour aller, lors de l'Anzac Day à Canberra ou à Wellington, marquer la présence de la France pour leur fête principale. Voilà, ça fait partie de ces réciprocités qui sont de bonne aloi et qui font que les liens se raffermissent. Alors cela fait déjà longtemps en Calédonie qu'il y a cet exercice Croix du Sud, tous les 2 ans, qui réunit des forces armées de la zone. Est-ce que justement avec ce développement de l'axe Indo-Pacifique, ce sont des exercices qui sont appelés à prendre encore plus d'ampleur ? Oui, je crois que vous avez raison de souligner, et je crois que le prochain exercice Croix du Sud marquera une marche un petit peu particulière dans la montée en puissance de cet exercice, puisque vous aurez des moyens qui viendront de métropole, spécifiquement pour cet exercice, et je crois que ça sera probablement la première illustration assez nette de cette idée en fait d'un axe Indo-Pacifique dont le président parlait l'année dernière, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça sera une première forme de manifestation assez tangible de cette réalité. Et cet exercice, en fait, oui, on fonde beaucoup d'espoir sur lui pour qu'il ait un impact à la fois opérationnel, mais aussi politique et médiatique. Ouais, parce qu'il y a des armées qui viennent de loin, certaines en observatrice, je crois le Japon l'an dernier, ou même quelques Russes qui étaient là. Alors non, pas des Russes, mais le Japon vient toujours, mais avec un petit peu sur la pointe des pieds, parce que mais je reste certain que dans les années qui viennent, les Japonais vont se rapprocher beaucoup de nous pour pouvoir être plus présents dans le Pacifique Sud. Mais nous aurons aussi, par exemple, des Canadiens. Il y a à peu près une quinzaine de pays qui participent à cet exercice, donc c'est quand même un exercice qui a une grande ampleur dans le Pacifique. Alors parmi les sujets que vous portez aussi, Général Marchand, il y a ce qu'on pourrait appeler le statut du militaire. C'est quelque chose dont on parle assez peu auprès du grand public, mais qui est une préoccupation pour vous. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots ? Oui, c'est ce qu'on appelle le sujet de la militarité. En fait, qu'est-ce qu'être militaire ? Est-ce que c'est un métier comme les autres ou pas ? En fait, non, c'est pas un métier comme les autres, et c'est pour ça que on a besoin de 3 choses pour pouvoir assumer cette forme de militarité. D'abord, un statut, c'est-à-dire un cadre qui nous permet de pouvoir vivre selon des règles particulières, parce que lorsqu'on s'engage en opération ou à la guerre, on a besoin de vivre d'une certaine façon, qui est différente de celle de la vie courante de nos concitoyens. Donc ce statut est un document extrêmement important. On a besoin également de développer en interne un état d'esprit, c'est-à-dire une capacité à vivre selon nos règles, selon nos valeurs et nos vertus propres, parce qu'il faut bien que cet outil militaire il se construise sur quelque chose de solide. Et puis on a besoin, et c'est ça dont vous parlez, de la reconnaissance de la nation, c'est-à-dire cette capacité ou ce regard que la nation peut avoir sur ses soldats en leur disant vous êtes mon émanation, c'est-à-dire que ce sont les fils et les filles de France qui en fait constituent cette armée-là, et nous vous apportons régulièrement cette forme de reconnaissance, et on revient sur notre sujet du 14 juillet, qui est effectivement cette preuve extrêmement importante pour nous de l'attachement entre la France et son armée. Reconnaissance qui se manifeste aussi lorsqu'il y a des journées portes ouvertes sur la base navale ou au RIMAP, par exemple. Exactement, je note ici en Calédonie énormément de choses qui sont faites dans ce domaine-là. Chaque armée fait ses portes ouvertes. Il y a énormément de classes de défense qui se développent partout dans le pays. Je remarque à chaque cérémonie qu'on fait place Bir Hakeim un monde combattant et d'anciens combattants extrêmement vivace. Donc ici en Calédonie, il y a vraiment un terreau
extrêmement favorable en fait à l'existence d'une armée française. Et l'armée attire toujours les jeunes. Vous notez qu'il y a toujours des jeunes qui sont intéressés à venir d'abord se renseigner, et puis pour certains s'engager. Alors il y en a même qui font des préparations militaires sur leur temps de vacances. Hein. Oui, oui. Et la Calédonie reste, comme Tahiti d'ailleurs, comme la Polynésie, les deux plus grosses quasiment sources de recrutement des Outre-mer. Et donc cette année, c'est presque 300 jeunes, en 2018, c'est presque 300 jeunes qui auront franchi le pas, qui auront signé un contrat avec la marine, avec l'armée de l'air, avec l'armée de terre, et qui seront partis surtout pour aller vivre une expérience en métropole au service des armes de la France. Et je pense que c'est un très beau témoignage de l'attachement de la Calédonie à son armée. Ce qui veut dire que la mobilité, parce que dans l'armée on est mobile, ne fait pas peur aux Calédoniens. La preuve que non, puisque de manière extrêmement régulière et sans qu'on note aucun fléchissement, il y a toujours un engouement certain de la jeunesse calédonienne pour aller servir son pays. Général Marchand, on parle régulièrement des moyens de l'armée, notamment en termes de matériel. Est-ce que dans les années qui viennent, il va y avoir des changements notables en Nouvelle-Calédonie avec soit du renouvellement, soit l'arrivée de nouveaux matériels ? Alors oui, parce que pour les gens qui suivent un petit peu le sujet, donc on est rentré dans ce qu'on appelle une loi de programmation militaire, c'est-à-dire un engagement de la nation sur plusieurs années, sur plusieurs budgets successifs, pour augmenter en fait l'effort de défense de la France, parce que le monde est dangereux, le monde devient de plus en plus dangereux, et parce que nous avons besoin de régénérer notre outil militaire qui était usé. Et donc ça se traduit évidemment par des nouvelles gammes de matériel, évidemment, qui vont arriver. On en a vu par exemple quelques-uns au Salon du Bourget, qui sont les matériels de demain et d'après-demain. Alors pour revenir sur la Calédonie et sur des choses plus concrètes, oui, je n'ai pas eu la chance pendant mon commandement de voir des nouveaux équipements arriver, mais mon successeur, lui, aura plus de chance que moi, puisque dans les quelques années qui viennent, on va voir arriver donc nos nouveaux patrouilleurs. C'est très important. Ce sont des bateaux qui intégreront toutes les nouvelles technologies, qui seront équipés de drones également. Donc des bateaux qui seront capables de démultiplier leur action de surveillance sur notre zone maritime. Un peu plus tard dans le temps, nous verrons arriver également les nouveaux hélicoptères qui viendront remplacer nos vieux Pumas, qui sont là depuis plus d'une trentaine d'années, avec le développement d'abord une gamme intermédiaire, puis ensuite probablement des hélicoptères neufs dont la ministre a parlé il y a peu de temps. Nous aurons aussi des nouveaux moyens de surveillance maritime. Et le RIMAP, vous verrez arriver dès l'année prochaine les premiers véhicules de la nouvelle gamme, en fait, qui viendront remplacer nos vieilles P4 et nos vieux camions. Donc tout ça, c'est un mouvement de fond extrêmement lourd, extrêmement long, dont les Calédoniens pourront observer les premiers fruits, je pense, d'ici un an ou deux. Général Marchand, vous l'avez évoqué, vous parliez de votre successeur qui va donc prendre livraison d'une certaine partie de ce nouveau matériel. On connaît le nom de votre successeur, c'est encore un peu tôt C'est un peu tôt, je ne veux pas dévoiler des choses qui n'ont pas été pour l'instant validées par le président de la République, puisque le général est nommé en Conseil des ministres, donc il faut attendre que ce soit fait. Oui, je le connais et j'étais à Paris il y a une quinzaine de jours, donc on a beaucoup discuté pendant cette semaine sur tous les sujets qu'il aura lui à traiter. Donc rassurez-vous, il est parfaitement prêt à prendre le manche. Et vous, quelle sera votre prochaine affectation en général ? Et moi, je serai amené à rejoindre la capitale, donc je rentre sur Paris. Alors un mot peut-être sur votre séjour en Calédonie plus personnel. On l'a rappelé, les métiers de l'armée sont très mobiles. Vous avez servi dans de nombreux endroits du monde, y compris à Djibouti, à une période de votre vie. Est-ce que dans votre carrière, cette étape calédonienne aura une saveur particulière ? Oui, très certainement, parce que c'est probablement mon dernier commandement en tant que tel. Donc évidemment, je garderai de la Calédonie cette image, mais de manière plus fondamentale, c'est un espace, c'est un pays, un espace, une région assez peu connue en fait quand on est en métropole, et qui a pour moi été une véritable découverte, une véritable révélation. Ce monde océanien dont on ne connaît pas grand-chose, mais qu'on découvre ici en arrivant sur la Calédonie, et qui est fascinant et extrêmement prenant. Au niveau du cœur, c'est pas un enjeu intellectuel, c'est une capacité en fait de ressentir les choses différemment. Voilà, et je garderai en fait de l'Océanie ce sentiment qu'il existe d'autres mondes possibles, que les Océaniens ont une forme de sagesse, une forme de retour sur les racines et sur les traditions, qui pourrait éventuellement être une source d'inspiration aussi pour la métropole.
Général Marchand, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin.